Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous. Je m'appelle Romain Husneau. Je suis ravi évidemment d'être là à l'occasion de ces 30 ans, de cette petite idée qui est devenue finalement indispensable pour les personnes dans le besoin. On va donc prolonger cette matinée, comme le disait Vincent Parisot il y a un instant, avec une relation aussi ancienne qu'essentielle. Cette relation, c'est celle qui unit les restos avec l'Europe. Pourquoi l'Europe ? Parce que très vite, finalement, Coluche a compris qu'il y avait des excédents alimentaires à récupérer, pouvoir ouvrir les frigos de la PAC, c'était ça l'idée initiale. Une idée qui est devenue réalité, mais qui a failli être remise en cause il y a 4 ans. Il a fallu un combat homérique mené à la fois par les associations et par le gouvernement de l'époque pour maintenir le programme d'aide. On va parler de ce double combat avec plusieurs personnalités qui vont nous rejoindre. Véronique Colucci, bénévole des restos, on peut évidemment l'applaudir, merci. Henri Nallet, ancien ministre de l'Agriculture, soyez le bienvenu. Vous étiez en poste à l'époque où Coluche a fondé les Restos du Cœur, et vous êtes également le président de la Fondation Jean Jaurès. Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture également. Là, c'était un peu plus tard, et c'était au moment effectivement du combat pour défendre le PEAD, et Olivier Berthe, bénévole, président des Restos du Cœur. Soyez le bienvenu également. On va peut-être remonter le temps avec vous, Henri Nallet, si vous le voulez bien. Vous avez évidemment activement soutenu la création des restos en 85. Quand Coluche vous parle Europe, vous vous dites quoi? Vous dites c'est une très bonne idée, mais oulala, dur, ça va être compliqué de la concrétiser? Quand Coluche vient me parler de sa petite idée, la première chose qui me frappe, c'est que sa petite idée, il l'avait très bien travaillée. Il y avait réfléchi. Il savait ce qu'il voulait, bien sûr, mais il avait déjà compris que les stocks d'aliments, qui étaient à ce moment-là publics, étaient la possibilité pour son idée de voir le jour et surtout de devenir stable, parce que c'était quelque chose qui durait. Donc il est venu m'expliquer ça, et au fond, ce qui m'a le plus frappé, même si, comme l'a rappelé tout à l'heure Véronique, nous nous étions croisés dans une vie antérieure, ce qui m'a paru le plus évident dans cette rencontre et dans la demande de Coluche, c'est la force et l'évidence de son idée. C'était inarrêtable. Il avait raison, et il fallait le faire. Donc moi, j'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai pas beaucoup calculé, parce que j'étais ministre de l'Agriculture. Il me parle des stocks publics d'aliments, mais c'est à moi de le faire. Je peux pas y couper. Je peux pas y couper. Il faut que je m'y colle. J'ai vérifié, bien sûr, très vite auprès du Premier ministre, auprès du Président de la République que je pouvais y aller. Je suis donc allé à Bruxelles. Et là, j'ai reçu l'appui de la Commission, Jacques Delors. Et puis ensuite, il fallait une décision des ministres de l'Agriculture d'ouvrir les stocks publics aux associations caritatives. Alors là, il y a eu une bataille absolument mémorable, qui est un de mes très très bons souvenirs de responsable politique, Bruno, avec le ministre britannique de l'Agriculture. Lui, il était carrément contre? Ah, il était absolument contre. Et il nous considérait comme de fous dangereux, parce que, en ouvrant les frigorifiques, qu'est-ce que nous allions faire? Nous allions mettre à disposition de la nourriture, à disposition de gens qui n'achèteraient plus de la nourriture. Donc les prix allaient baisser. Et donc nous allions tricher avec le marché. C'était absolument... Il avait une vision comptable, finalement. Oui, il avait une vision comptable, il avait une vision ultralibérale. C'était un des ministres. Il a été après... C'était M. Gamma, qui a été président. Oui, qui a été président du Parti conservateur britannique, et qui était à la fois un homme intelligent et extrêmement déterminé. Nous l'avons contourné. Et nous l'avons contourné grâce à quelque chose que nous évoquons souvent. J'ai plaisir aujourd'hui à le rappeler. À une bonne entente entre le ministre allemand et le ministre français. Le ministre allemand m'a soutenu. Et comme nous avions aussi l'accord de la Commission, eh bien, le triangle fonctionne. Et donc, nous avons emporté la décision.
Et puis j'ajoute, et j'ai plaisir à l'ajouter, et j'en aurais terminé avec cette intervention, que le ministre allemand de l'Agriculture, qui m'a soutenu et qui a repris la proposition, c'était un chrétien démocrate de Bavière, la CSU. Et moi, j'étais un parti socialiste français. Et au fond, je me disais ce matin, en entendant l'intervention de Dominique Régnier, si on retrouve aujourd'hui la Fondapol et la Fondation Jean Jaurès, ça ne m'étonne pas. Véronique, on continue de remonter un peu le temps. Coluche va physiquement au Parlement de Strasbourg. Il y va en jean et... Non, pas en jean d'ailleurs, en salopette, t-shirt jaune. Un jean avec un blouson. Jean, voilà, avec un blouson. Et quel message il porte là-bas? Eh bien, justement, ce que vient de dire Henri Nallet, c'est-à-dire qu'il défend les pauvres qui n'ont pas droit à la parole. Donc lui, il a une parole magnifique parce qu'elle est juste et courte. Donc c'est extraordinaire. Et il séduit les parlementaires européens au point... Tout de suite, ça marche, quoi. Tout de suite, non, parce que vous verrez que lui ne l'a pas vu de son vivant, cette ouverture des stocks européens. Il a fallu une bataille terrible ensuite. Mais en tout cas, ils ont été très sensibles à l'action qu'ils menaient et surtout au pourquoi. Parce qu'ils ont la même chose chez eux, tous. Et je pense que de ce point de vue-là, il a vraiment marqué un point, parce que c'était exactement pas sa sphère. Vous imaginez. C'est vrai qu'il y avait un léger décalage. On parlait évidemment des réticences. Olivier Berthe, peut-être, on rappelle le constat peut-être sur les stocks alimentaires européens à la fin milieu des années 80, fin des années 80. Déjà, les stocks sont absolument colossaux dans cette période, alors qu'il y a des besoins tout aussi importants. On l'a entendu d'ailleurs ce matin en introduction au niveau du monde associatif. Donc, il y a effectivement quelque chose d'aberrant. En plus, à l'époque, il faut quand même savoir que stocker coûtait plus cher que de donner. C'est-à-dire que ce n'était pas gratuit de stocker. On transformait... le lait en poudre de lait, on stockait en frigorifique des quartiers de viande de bœuf, et ça avait un coût. Et donc, quelque part, il y avait même un surcoût au stockage. Donc, assez rapidement, on est devant l'évidence que, et c'est Coluche qui a démontré cette évidence, qu'il faudrait mettre les deux en rapport. Ce qui est important, mais ça viendra un petit peu plus tard, quand les stocks seront ouverts, c'est quand même savoir que ce sont des produits vraiment de base. Viande de bœuf, poudre de lait, céréales. On est vraiment, et à l'époque il y avait aussi du beurre, et on est vraiment sur des produits dont les associations manquent. Et à partir du moment où on va pouvoir compter sur ces produits, et ça de façon pérenne, on va pouvoir construire la distribution alimentaire de façon différente. C'est-à-dire qu'entre l'ouverture du PEAD, premier programme s'appellera ainsi, et donc avant cette période, on faisait avec les dons, on faisait avec des achats, mais des achats qui n'étaient pas toujours très diversifiés. À partir du moment où on peut compter sur un stock de viande, un stock de beurre, un stock de lait, on améliore la qualité du repas, c'est ça ? Et on crée un socle. Oui. Et donc, on peut derrière faire des distributions alimentaires équilibrées, des paniers repas équilibrés, ce qui sera aussi le principe des restos, et travailler sur les équilibres nutritionnels, et ne pas avoir à se préoccuper au quotidien de cet aspect logistique. Donc, c'est non seulement important pour l'action, mais c'est aussi important dans le virage qu'a pris l'aide alimentaire à la fin des années 80 grâce à cette ouverture. Jusque-là, par souci de clarté, ces stocks étaient détruits, Monsieur Nallet ? Non, ils étaient conservés le plus longtemps possible, à des coûts en effet extrêmement élevés, et ils étaient devenus une véritable difficulté à la fois physique et financière pour la communauté européenne. Je rappelle souvent que l'une des premières décisions que j'ai dû prendre lorsque j'ai été nommé ministre de l'Agriculture, en 1984, consistait à louer des bateaux frigorifiques à la Norvège parce que nos frigorifiques publics étaient pleins. Donc nous avions un vrai problème. Mais en même temps, les autorités communautaires ne voulaient pas les ouvrir, ces stocks, de peur de voir
les cours s'effondraient sur les marchés. Mm. Et donc, coûtaient aussi très cher à la communauté, puisque c'était elle qui fixait le niveau des prix, et donc qui compensait la différence entre le prix fixé publiquement aux agriculteurs et le prix de marché. Le PEAD est donc créé, c'est ce programme. On va donner exactement la signification, programme européen d'aide aux démunis. Est-ce qu'on peut en rappeler le principe? Je ne sais pas, Olivier, peut-être? Absolument. Enfin, à partir du moment où le PEAD est créé, il y a une enveloppe annuelle. Bien savoir qu'au départ, et on va un petit peu introduire ce qui arrivera à partir des années 2010, au départ, il est bien question que ce soit une forme de droit de tirage sur les stocks. C'est-à-dire qu'on va bien puiser dans les stocks. On est bien sur ce principe-là, le programme est bien construit autour de ça. Et pour 17 États, je crois, au terme, dans les premières années, il n'y avait pas autant d'États éligibles, eh bien, ces États peuvent tirer un certain volume de produits, un certain volume de céréales, un certain volume de beurre, de poudre de lait, de viande. Ces produits, ensuite, les associations peuvent les faire transformer en produits distribuables. Il n'y a donc pas de transfert d'argent. Et c'est aussi quelque chose d'important dans ce programme. Ce sont des produits qui sont donnés à des entreprises qui, en contrepartie, donnent aux associations des produits transformés. Mais il n'y a pas du tout de transfert d'argent. Donc il n'y aura jamais de questions à se poser par rapport à un quelconque transfert financier. Et assez rapidement, donc le PEAD va permettre à des pays comme l'Italie, comme la Pologne, de mener quasiment 80% de leur aide alimentaire. En France, ça représentera jusqu'à 25-30% du volume total des repas distribués par les principales associations alimentaires, avec 4 principales associations qui vont être dans ce programme en France: les Restos du Cœur, le Secours Populaire, les banques alimentaires et la Croix-Rouge française. Mais il y en aura bien sûr beaucoup d'autres dans les autres États européens. Juste petite curiosité, Henri Nallet, votre ami britannique qui était assez réticent, la Grande-Bretagne a profité du programme ou pas du tout? Bien sûr, tous les pays. Donc c'était gagnant aussi pour eux finalement. D'accord, voilà, c'était juste ma petite question. On avance un peu dans le temps et au milieu des années 90, les excédents alimentaires se réduisent. Et pour parler rapidement, ils finissent par manquer. Cela signifie quoi à l'époque que ce programme arrive en bout de course? Véronique, peut-être? Non, simplement, il y a eu une pénurie dans les stocks qui nous étaient mis à disposition et on a demandé l'équivalent financier des denrées qui, normalement, auraient dû être pendant deux années consécutives. Et c'est ensuite, mais je pense que la parole va être donnée à d'autres qui savent mieux, mais la chancelière Merkel s'est érigée contre cette mesure. Ça, on va y venir. Voilà. Avec et bon, voilà. Donc moi, j'arrête là. Non, continuez, il n'y a pas de problème. Donc Olivier, oui, les stocks se réduisent et du coup le programme chancelle. La politique agricole commune, à un moment donné, je laisserai effectivement Henri Nallet ou Bruno Le Maire en parler mieux que moi, la politique agricole commune, à un moment donné, produit ses effets. Et il y a de moins en moins d'excédents. Ça a commencé par la viande de bœuf. Assez rapidement, on n'a plus eu de viande de bœuf dans ce programme. Et d'ailleurs, c'est le gouvernement français qui a compensé cette absence de viande de bœuf fournie au niveau européen. Et puis, d'autres catégories de produits commencent à manquer. Et on arrive effectivement, en certaines années, à financer une part par des achats sur les marchés, et non plus aller simplement chercher dans les stocks des surplus, pour alimenter ces 500 millions d'euros en Europe, annuels, le programme. Et puis, au bout d'un moment, c'est un peu plus d'achats et encore un peu plus d'achats. Et sur certaines années, on ira jusqu'à 60-70% d'achats pour simplement 30% de puiser dans les stocks. Et là, certains États, et notamment l'Allemagne, vont dire que ce n'est plus le règlement. Le règlement européen, il ne dit pas ça. Le règlement européen, il dit on peut distribuer les stocks, mais on n'a pas le droit d'acheter. Donc, vont déposer un recours et vont avoir d'ailleurs droit de cause, puisque effectivement, au sens littéral du terme, le règlement disait bien on utilise les stocks. À partir du moment où on achète, on n'est plus à la lettre sur le règlement initial. Et c'est à partir du moment où il y aura ce recours et cette décision
de la Cour européenne de justice, qu'on va être obligé d'arrêter le programme, puisque sans accord politique pour faire évoluer le règlement, l'année d'après, donc on est en 2011, l'année d'après, on arrête tout. On n'a même pas le temps d'aller jusqu'à la fin du programme, jusqu'à 2014, puisque ce sont des budgets sur 6 ans en Europe. On doit arrêter dès l'année d'après, puisque nous, on n'est plus, et il y a une décision de justice, et que de toute façon, sans accord politique, ça s'arrête net dès 2012. Et très c'est dans cette concrètement, situation qu'on se retrouve. la perte est de combien? Pour les restos, un quart de ce que nous distribuons. Pour des associations comme les banques alimentaires, la Croix-Rouge, mais surtout le Secours populaire, on doit être entre le tiers et la moitié des produits. On avait estimé l'ensemble des associations. Donc c'est considérable, quoi. Ça dépassait le nombre de 100 millions de repas. C'est-à-dire qu'on supprimait plus de 100 millions de repas si on arrêtait cette aide. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'Agriculture à ce moment-là. Vous êtes en poste depuis 2009. Et tombe cette décision au niveau européen. Qu'est-ce que vous faites? Au début, je me suis dit que ça n'allait pas être très compliqué. Parce que ça me paraissait très évident pour un Français attaché au Resto du Cœur que l'Union européenne n'allait pas supprimer 500 millions d'euros d'aide aux plus démunis alors qu'on était en plein hiver, qu'il y avait une crise économique, je le rappelle, en 2009-2010 qui était d'une violence extraordinaire en Europe, des dizaines de millions de personnes au chômage, une pauvreté qui augmentait en Espagne, en Italie, mais aussi en France. Donc ça me paraissait absolument inconcevable qu'on coupe du jour au lendemain l'aide aux plus démunis. Et qu'on retire, pour la France, c'était 78 millions d'euros très exactement. Là où j'ai vite déchanté, c'est, je m'en souviens très bien, un conseil des ministres franco-allemands qui a eu lieu à Fribourg. Que je voyais que ça bloquait avec mon homologue allemande, qui venait aussi de Bavière, puisque la Bavière est la région agricole la plus importante d'Allemagne, donc très souvent les ministres de l'agriculture allemands viennent de Bavière. Elle m'avait dit on ne peut pas toucher à cette décision. Et j'ai profité de ce Conseil des ministres pour en parler à Mme Merkel. Je lui ai dit en aparté, voilà Madame la chancelière. En allemand. En allemand, ça a beaucoup aidé d'ailleurs. Je dois dire que la connaissance de l'Allemagne en l'espèce a beaucoup aidé. On ne peut pas interrompre du jour au lendemain le programme d'aide aux plus démunis. Vous êtes bien d'accord avec moi, ça me paraît impensable. Les opinions publiques européennes ne comprendraient pas que l'Allemagne bloque cette aide aux plus démunis. Et la réponse a été très sèche. Elle m'a dit, ce n'est pas ma compétence. Il y a une décision de la Cour de justice, le droit est pour nous, donc on arrête le paiement et vous vous débrouillez. Et puis tu comprends bien, mon cher Bruno, c'est bien sympathique cette aide aux plus démunis, mais l'Allemagne, elle paye déjà au niveau national pour ses plus démunis. Donc on ne va pas payer deux fois. Le principal contributeur à ce programme, je le rappelle, c'était l'Allemagne. Donc l'Allemagne, effectivement, elle payait deux fois. Elle payait à la fois au niveau national pour ses associations caritatives, et elle payait aussi pour le Fonds européen en étant le premier contributeur. Donc à ce moment-là, permettez-moi, vous êtes mal barré. Là, j'étais vraiment mal barré. Parce que quand la chancelière vous dit sèchement, comment on le dit en allemand, mais il y a une décision de droit et c'est comme ça, puis débrouillez-vous. Elle m'a dit d'ailleurs très, très simplement, elle m'a dit, nous on paye, les Français ont qu'à payer. Débrouillez-vous. Donc je suis revenu voir les associations, voir Olivier Berthe, voir Véronique et voir d'autres associations. Je leur ai dit, voilà, de deux choses l'une, soit on engage un vrai combat pour sauver le programme européen d'aide aux plus démunis, soit on se dit, c'est foutu, et puis on va vers un financement national. Et je vous dois dire, moi je rends hommage aux associations, et en particulier au Resto du Cœur, parce qu'ils m'ont donné des réponses extrêmement claires, en me disant, si c'est un financement national, d'abord c'est un signal européen désastreux. L'Europe renonce à la solidarité. Et ensuite, on sait très bien ce que c'est, les financements nationaux. On va effectivement avoir, dans un grand élan de générosité, les 78 millions d'euros la première année. La deuxième, on nous dira, faites des économies de fonctionnement, on vous donne 60 millions. La troisième, on nous dira, faites des économies sur les repas, on vous donne 40 millions. Et puis, au bout de 10 ans, il n'y aura plus rien. Ce qui était d'ailleurs assez bien vu l'état des finances publiques françaises. Donc, on a décidé tous ensemble qu'il fallait livrer ce combat contre l'Allemagne, puisque c'était vraiment l'Allemagne qui était opposée au maintien de ce programme d'aide. Il y avait d'autres pays avec vous à l'époque ou pas? Ou c'était vraiment un match France-Allemagne? C'était vraiment un match France-Allemagne. Il y avait peu de pays qui étaient prêts à nous soutenir dans ce combat. Et je crois que, moi je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut faire fléchir l'Allemagne? Et faire fléchir Angela Merkel, ce qui n'est tout de même pas un petit morceau. Tout le respect que je dois à la chancelière. Je pense qu'on a eu la bonne stratégie
en fixant un certain nombre d'objectifs que nous avons remplis ensemble. La première condition pour que ça marche, c'était que ce ne soit pas un combat politique. Pas un combat du gouvernement de droite contre l'opposition de gauche. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on ait aujourd'hui les deux fondations qui soient présentes. Ça a été un vrai combat national qui n'avait pas de dimension politicienne. La deuxième condition pour que ça marche, c'est que les associations, les opinions publiques et le ministre marchent vraiment main dans la main. Qu'il n'y en ait pas qui tirent dans une autre direction, qui critiquent. Et là, vraiment, je veux insister sur le sens des responsabilités des organisations caritatives, des Restos du Cœur, d'Olivier Berthe personnellement et de Véronique Colucci, parce que c'est tellement fréquent qu'un ministre dise une chose, et puis parce que c'est un ministre d'un gouvernement de droite, une association immédiatement qui à la fois dit oui dans le bureau et puis qui critique devant les médias. Et ça vous plombe, ça vous plombe. Là, il y a eu un sens des responsabilités exceptionnel. On a tous tiré dans la même direction. Et l'opinion publique derrière a soutenu. Le troisième élément dans la stratégie, c'est que je me suis dit, il va falloir avancer avec deux fers au feu. Le premier fer, c'est d'aller tanner les Allemands matin, midi et soir. Et donc j'ai tanné Ilse Aigner, mon homologue allemande, matin, midi et soir. Dès qu'il y avait une réunion, je me souviens à Rome, je l'ai invité prendre une pizza près du Colisée, qui était d'ailleurs très mauvaise. Et pendant tout le repas, je lui ai parlé du programme européen d'aide aux plus démunis. On a eu une réunion au Luxembourg, je l'ai invité là encore à déjeuner, on n'a parlé que du programme européen d'aide aux plus démunis. Mais sur le fond, qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle n'était pas en opposition quand même. Elle voyait bien un Allemand a du cœur quand même. Ça posait problème. Mais je me suis aperçu qu'il fallait d'abord livrer le combat politique. Livrer le combat politique, c'est tanner matin, midi et soir, ne jamais lâcher, aller à Berlin. Je me souviens d'un dîner à Berlin, où je suis arrivé à 20h à Berlin, je l'ai appelé, je dis voilà, je suis à Berlin, on va dîner ensemble. Non, je ne peux pas, j'ai un truc. Je dis, c'est pas grave, je vais dîner de mon côté, on va se retrouver à 23h. Pour moi, c'est un gros effort, parce que je me couche très tôt en général. Elle a débarqué à 23h, d'une humeur de dogue, et je lui dis voilà, on ne peut pas lâcher, c'est le programme européen d'aide aux plus démunis, c'est pas possible. On a négocié jusqu'à 1h du matin. Elle est repartie, elle était furieuse. Le lendemain, j'ai réussi à voir le secrétaire général de la chancelière, de croiser la chancelière dans les locaux de la chancellerie, de lui glisser un mot sur le programme européen d'aide aux plus démunis. Ils ont compris qu'on ne lâcherait rien. Mais ça ne suffisait pas. La pression politique, ça ne suffisait pas. Je pense que ce qui a débloqué les choses, c'est que je me suis dit, voilà, elle est élue de Bavière. Elle est catholique. Ça compte en Allemagne. Elle a des associations caritatives très puissantes en Bavière. Si les associations caritatives protestantes et catholiques allemandes se mettent de notre côté, politiquement, elle sera obligée de céder. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a fait une réunion à Berlin avec toutes les associations caritatives allemandes. Vous y êtes allé, Véronique, Olivier? Olivier était là, Véronique était là, d'autres associations étaient là. Elles ont vu qu'on faisait bloc. Elles ont soutenu notre combat. Et là, et la chancelière et Ilse Aigner, qui étaient deux personnes très pragmatiques, ont compris que ça commençait à ne pas sentir très bon si l'opinion publique allemande se mettait du côté de l'opinion publique française. Et que ça pouvait leur poser un vrai problème politique. Et donc on a eu ensuite une dernière réunion, là j'ai senti qu'ils commençaient à fléchir. Et pour arriver à l'objectif, il faut toujours un compromis. Je savais bien que je n'obtiendrais pas le maintien ad vitam aeternam du programme européen d'aide aux plus démunis. Moi j'ai assumé, ça a été critiqué parfois en France, j'ai assumé que le compromis sur le maintien de l'aide européenne aux plus démunis ne durerait que jusqu'en 2014. Et qu'en 2014, il y aurait une nouvelle négociation. Et puis, on verrait s'il était possible ou pas de maintenir le programme européen d'aide aux plus démunis. Je pense que c'est les trois choses qui ont permis de débloquer. Une offensive politique sans relâche, vraiment sans relâche. Les associations qui ont fait bloc, allemandes et françaises. Et donc l'opinion publique allemande qui commençait aussi à bouger en disant on ne peut pas apparaître comme un pays égoïste. Et en troisième lieu, un compromis, parce qu'il faut toujours un compromis si on veut vraiment faire bouger les choses, en disant voilà, ça s'arrêtera peut-être en 2014, il faudra renégocier en 2014. On vous demande juste de maintenir cette aide pour les 3 prochaines années, et puis en 2014, on remet tout sur la table et on renégocie. Je pense que c'était le meilleur compromis possible, et ça a permis de sauver le programme européen d'aide aux plus démunis. Qui est devenu le FEAD, pour être précis, le fonds. Est-ce qu'il est satisfaisant, Olivier Berthe, ce fonds? Alors, à ce jour. Peut-être avant de dire s'il est satisfaisant, il est devenu FEAD suite à un autre combat encore, puisqu'il fallait effectivement ensuite convaincre l'Allemagne et d'autres États européens, au nombre de 6 ou 7, qui étaient hostiles, à la prorogation au-delà de 2014. Donc il a fallu ensuite, pendant 2 ans,
en démarrant avec Bruno Le Maire, puis ensuite avec son successeur, le ministre Le Foll, puis aussi avec tous les parlementaires européens de tous les groupes, là encore. Il a fallu mener un autre combat pour convaincre la Commission et ensuite, bien sûr, les chefs d'État de revoter cette enveloppe, ce FEAD, dans le programme 2014, dans le budget 2014-2020. Et 2 ans de combat supplémentaires, encore assez épiques, avec des épisodes assez proches de ceux que Bruno Le Maire vient de décrire, pour au final obtenir un budget équivalent sur 2014 et 2020. Donc effectivement, jusqu'à 2020, l'aide européenne est sauvée. Elle est sauvée pour tous les États européens, puisque du coup, comme Henri Nallet l'a dit tout à l'heure, une fois que les projets sont votés, les États hostiles les rejoignent. Et donc, du coup, cette aide européenne, elle bénéficie à 27 États. Et elle nourrit pratiquement une vingtaine de millions d'Européens. Une vingtaine de millions d'Européens sont nourris grâce à ce programme. C'est important. Est-ce qu'il est suffisant ? C'est jamais suffisant. Satisfaisant. Mais oui, c'est satisfaisant. Et puis surtout, ce qui est satisfaisant, c'est que l'Europe n'a pas tourné le dos à ses valeurs fondamentales, qui est de venir en aide et en soutien au peuple qui la constitue, et pas simplement de faire des lois sur la régulation du marché. Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule mission. Le politique a joué son rôle. Le politique français. On a vu que dans ces 3 combats, celui de François Mitterrand et d'Henri Nallet, celui de Bruno Le Maire, avec aussi le soutien du gouvernement et du président de la République de l'époque, celui de Stéphane Le Foll, avec le soutien du nouveau président de la République, à chaque fois, il y a eu vraiment une cohésion. Et aussi les parlementaires d'opposition. Enfin, il y avait vraiment quelque chose de très uni. Les parlementaires la puissance européens publique n'a jamais fait défaut au resto ? Jamais. Et les parlementaires européens ont joué leur rôle. Il faut savoir que c'est les parlementaires européens aussi qui, sur le programme qui a été voté en 2014, ont véritablement poussé les règles et ont véritablement enfoncé les murs, les derniers murs de résistance. Et dans ce qu'on appelle les trilogues entre le Parlement, la Commission et les chefs d'État, eh bien, il y a véritablement eu un travail de fond qui a été mené. Le politique, là, a fait son boulot. Si je peux me permettre, ce n'est pas toujours le cas, mais sur cette aide européenne, sur l'ouverture des frigos jusqu'à la création du FEAD, sur ces 30 ans de combat, le politique a toujours fait son boulot. Il faut le dire quand ça ne va pas, il faut savoir aussi le dire quand ce n'est pas le cas et quand ça marche bien, et là je le dis clairement. Et 2017 est en vue, parce qu'il y aura de nouvelles négociations sans doute qui vont s'annoncer, il faudra reprendre des forces d'ici là, puisque au-delà de 2020, on ne sait pas ce qu'il adviendra de ce fonds. Alors, au-delà de 2020, on ne sait pas ce que sera le budget européen. Donc il faudra rediscuter tout le budget européen, y compris cette aide. Véronique ? Oui, moi je voudrais dire quelque chose, c'est que quand Michel a lancé les restos, c'était contre nature. Il était comique, il avait le plus grand succès à la radio, au cinéma, sur scène, etc. Il a fait quelque chose qui était hors de lui, mais il l'a fait au nom de cette cause qui lui tenait à cœur. Et quand il s'est agi de mener les combats européens, le premier par Henri Nallet, le ministre de l'Agriculture de l'époque, le second par Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture de l'époque, d'un autre bord, les deux se sont donnés corps et âme et n'ont absolument pas plaint leurs efforts qui ont duré et duré et duré encore. Et moi, je me rappelle très bien de cette séquence à Berlin où nous étions accueillis par l'ambassade de France et il y avait effectivement toutes les associations, les représentants de toutes les associations allemandes et les 4 associations françaises qui bénéficiaient de ce PEAD. Et vraiment, on voyait des hommes prendre fait et cause pour quelque chose qui, après tout, ne les regardait pas plus que ça. Enfin, oui, mais qui relève du bon sens. Qui relève du bon sens. Voilà, vous avez dit le mot, c'est exactement ça. C'est faire fi de ses appartenances politiques, faire fi de ses nuits, etc., pour obtenir ces résultats coup sur coup. Et moi, je dois dire que je les en remercie infiniment parce que grâce à ça, on a pu souffler. Et les restos ont 30 ans. Henri Nallet, Bruno Le Maire, je voudrais juste vous entendre sur cette notion de bon sens. C'est-à-dire que aider les plus démunis, c'est quelque chose, personne ne peut se mettre en travers.
Pourquoi il faut batailler? Pourquoi, c'est une question naïve hein, sans doute, mais pourquoi il y a des gens qui se mettent en travers de la route? Sans doute qu'ils n'ont pas mauvais cœur, mais pourquoi il faut aller au combat? Moi, je crois que si le combat a été aussi dur, c'est que derrière, il y a un autre combat. Il y a un combat idéologique européen, tous ceux qui ont travaillé au sein de l'Union européenne le savent, et qui connaissent le continent européen le savent, avec deux conceptions irréconciliables de l'Europe. Il y a ceux qui estiment que l'Europe, c'est un vaste marché, une zone de libre-échange qui permet à chacun de tirer le meilleur parti de son économie, et pour le reste, tous les États doivent se débrouiller tout seuls sur toutes les autres politiques. Politique sociale, les politiques d'aide aux plus démunis, le soutien aux pauvres, ce n'est pas l'affaire de l'Europe. Et ça, c'est une conception d'une grande partie des États européens, et je vais vous dire mon sentiment, je pense que c'est la majorité des États européens aujourd'hui qui pensent cela. Je dirais même une grande majorité. Puis il y a une autre conception européenne, et qui, je pense, pour le coup, dépasse le clivage droite-gauche en France, qui estime que l'Europe, si elle n'a pas une dimension politique, si elle n'aide pas les plus démunis, s'il n'y a pas un minimum de solidarité, notamment pour ceux qui en ont le plus besoin, enfin ne pas manger à sa faim dans le continent le plus riche du monde, c'est un scandale. C'est un scandale. Mais c'est un scandale pour nous, Français. Pour d'autres États européens qui ont une autre conception de l'Union européenne, c'est pas leur problème. Donc si le combat est aussi dur, il faut bien comprendre que ce n'est pas le combat des restos du cœur. C'est le combat d'une Europe de la solidarité contre une Europe du libre-échange. Henri Nallet. Pratiquement, je n'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Bruno Le Maire. Je partage absolument son point de vue. Et en 85, c'était déjà la même bataille. Et moi, j'appartenais bien sûr à ceux qui pensaient que l'Europe était une aventure à la fois humaine et solidaire. Et je soutenais qu'on avait créé la politique agricole commune dès le traité de Rome. C'est la première politique commune, la première politique fédérale. Et qu'elle était destinée non seulement à permettre à l'Europe d'être autosuffisante en produits alimentaires, mais aussi d'assurer le plus possible l'alimentation de tous ses habitants, y compris par solidarité. Et c'était ça, pour moi, de mon point de vue, qui fondait ce programme, cet effort et l'ouverture de nos stocks. Et je crois que nous devons être tout à fait conscients aujourd'hui que cette conception, qui est à mon avis la seule acceptable ou la seule souhaitable de la construction européenne, est, comme l'a dit Bruno Le Maire aujourd'hui, minoritaire. Donc c'est un vrai combat politique dans lequel nous ne serons jamais trop nombreux. Qui n'est donc pas terminé, si l'on comprend bien. Il nous reste une poignée de minutes. Si on doit retenir un élément fort, un message fort de cette table ronde, c'est quoi? C'est que quand le gouvernement et les associations agissent de concert, ça fonctionne, ça marche. L'un a besoin de l'autre et inversement. Je crois aussi que c'est comme ça que Coluche a porté son message et le projet de loi de défiscalisation et l'ouverture des frigos. C'est plutôt que d'interpeller les politiques en disant « vous n'avez qu'à faire » et moi, de mon côté associatif, j'ai rien à faire. C'est de dire bon, les décisions politiques, c'est à vous de les prendre. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Mais nous, monde associatif, on a aussi des moyens d'action. On peut sensibiliser une opinion publique. Dans le cas de la création du nouveau programme FEAD, on l'a fait avec une initiative qui s'appelait Air Food Project et qui a vraiment aussi permis de sensibiliser toutes les opinions publiques européennes. On peut aussi mobiliser nos bénévoles. On peut porter le message en complémentarité avec celui du politique. Et qu'on n'est pas forcément, quand on est associatif, obligé de s'opposer et d'interpeller. On peut le faire. Alors, on peut le faire et on doit le faire quand le politique est sourd. Ça peut arriver ? Bien sûr. C'est arrivé, ça arrivera encore. Mais quand on sent qu'il se saisit du dossier, là, il faut avoir une attitude responsable. Et il faut travailler pour être le plus efficace possible. C'était quoi l'objectif ? Que
dans la mesure du possible, 20 millions d'Européens ne soient pas privés d'une aide alimentaire qui leur est, pour certains, nécessaire, pour d'autres, indispensable, puisque le FEAD est vraiment orienté vers les plus démunis, et il est resté gratuit, de principe qui n'était pas non plus gagné d'avance, hein, puisque certains États voulaient en faire quelque chose d'un petit peu plus diffus. Donc, si c'est ça l'objectif, comment on arrive à l'objectif? Et après le reste, c'est pas forcément en se contentant d'aller faire des grands discours et de monter des barricades. Ça peut parfois aider, mais en l'occurrence, quand le politique se saisit du dossier, on peut travailler de concert pour être efficace. Moi, je pense que c'est ça l'une des grandes conclusions de ce combat. Il y a complémentarité, évidemment, Bruno Le Maire. Oui, il y a complémentarité, c'est rare. Très franchement, c'est rare d'avoir associations, opinion publique, responsables politiques qui tirent tous dans la même direction. Et je trouve que ça mérite justement d'être salué. L'autre chose que je voudrais saluer, c'est le côté totalement précurseur des Restos du Cœur, qui aide aussi le politique quand il faut le défendre. Ce qu'il y a, je trouve, de génial dans les Restos du Cœur, c'est cette intuition que plutôt que de demander au pouvoir public de faire quelque chose, il faut le faire soi-même et que les pouvoirs publics créent les conditions pour que ça se passe bien. Et je trouve que c'est justement tout l'enjeu d'ailleurs pour demain pour la France, c'est comment est-ce que l'on laisse aux citoyens français la capacité de faire les choses eux-mêmes, avec des politiques qui ne le font pas à votre place parce qu'ils le feront moins bien, mais avec des politiques qui soutiennent, qui aident, qui créent les conditions favorables à cet engagement personnel. De ce point de vue-là, les Restos du Cœur, c'est une intuition absolument géniale. Du coup, quand il faut la défendre politiquement, ben c'est facile. Vous dites, écoutez, il y a des gens, ils se donnent un mal de chien. C'est une association, c'est exceptionnellement bien tenu. Personne en France n'irait critiquer le travail qu'ils font. Donc oui, on va les défendre mordicus, parce qu'on sait que c'est juste. Et quand un combat est juste, c'est toujours plus facile de le livrer que lorsqu'il est injuste ou lorsqu'il est au service d'une association ou d'une cause qui ne rassemble pas tous les Français. Henri Nallet. Moi, je suis à la fin, à la toute fin de ma vie publique, et je voudrais dire ici aujourd'hui que ce que j'ai fait avec Coluche en 85, 86, 87, jusqu'en 87, puisque c'est là qu'on a obtenu satisfaction, c'est sans doute l'un, peut-être même le meilleur souvenir de ma vie publique. Parce que ça a été à la fois très fort et très simple. Moi, j'ai le souvenir que nous n'avons ni les uns ni les autres calculé pour savoir ce qu'on pouvait en tirer personnellement. Qu'on n'a jamais cherché à se mettre en avant. Que je ne suis pas allé faire le pitre dans des émissions de télé. Au fond, que chacun a fait son boulot. Voilà. Que chacun a fait son boulot autour d'une idée qui avait une telle force, une telle évidence, qu'on ne pouvait pas y résister, et que ça m'a montré que dans notre pays, dans notre communauté nationale, on pouvait faire de grandes choses. Moi, c'est ce que je souhaite aussi pour la suite. Et François Mitterrand vous disait quoi à l'époque, petite curiosité journalistique? Je suis allé le consulter. Et vous croyez? Oui, Monsieur le Président, ça doit être possible. Eh bien, allez-y, parce que c'est une bonne idée. Voilà ce que j'ai eu comme message. C'est une bonne idée. Véronique, le mot de la fin? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Le mot de la fin, c'est que si ça peut servir d'exemple, parce que nous, on n'est pas éternels, je ne sais pas combien d'années, je ne pense pas qu'il y aura de nouveau 30 ans, en tout cas, moi, je ne les verrai pas, mais si ça peut servir de modèle dans cette société qui est bancale, qui est injuste pour beaucoup d'entre eux, eh bien, prenez-en de la graine, parce que, en fait, Henri Nallet vient de le souligner, mais Bruno Le Maire aussi, il y a une forme d'abnégation, de absolument pas tenir compte de son profit personnel, de ne viser que le résultat de la tractation. Et dans ce sens, ça impose aussi certainement aux autres la volonté de nous aider, parce qu'ils voient que ce n'est pas une histoire personnelle, ça n'est pas une qualification qui vous sera attribuée, c'est simplement pour un dessin très défini. C'est comme ça que Michel a pratiqué. Il avait, comme le dit Henri Nallet, très très bien pensé son projet,
Parce qu'il avait l'air d'annoncer en disant « j'ai une petite idée comme ça ». Non, c'était extrêmement Avant le message, il y a 30 ans pile sur l'antenne d'Europe 1, il avait cogité. Voilà. Depuis longtemps, quand vous regardez ces sketchs, vous trouvez des phrases qui correspondent à ça. Il avait connu, non pas lui personnellement, mais il avait connu la grande pauvreté quand il était enfant à Montrouge, et il voulait absolument des mesures pratiques. Pas se payer de mots, mais faire. Et voilà, je pense qu'il a trouvé sur son chemin, il a eu cette chance, et nous aussi, des personnes qui ont compris exactement la finalité de l'action. Avant le message d'Europe 1, Henri Nallet, vous étiez au courant, pas? Vous avez alerté de l'initiative de lancer comme ça une cantine. Vous étiez... Ah oui, j'ai l'impression que je pose une question. Oui, vous étiez au courant, c'est ça? J'étais au courant de l'idée, oui. Avant même qu'il l'annonce sur Europe 1, pardon. Non. Non, d'accord. Non. Dès qu'il l'a annoncé, j'étais au courant, et puis mon équipe aussi. Et il est venu me voir très vite. Et ça a été pour tous mes collaborateurs du ministère une grande surprise quand on a vu arriver Coluche sur sa moto avec sa salopette dans la cour du ministère que connaît Bruno Le Maire. Il y avait du monde aux fenêtres, partout. Coluche arrive. Et puis, quand il est arrivé dans mon bureau, je veux confirmer ce qu'a dit Véronique. Il connaissait son sujet sur le bout des doigts. Et quand nous avons fait la première réunion avec lui, avec les hauts fonctionnaires, les directeurs d'administration centrale, je peux vous dire qu'il les a séchés. Il s'attendait sans doute à des déclarations un peu tempêtueuses. Pas du tout. Ils ont eu affaire à un techno aussi précis qu'eux. Parce qu'il y avait réfléchi, parce qu'aussi il s'était documenté, et il s'était fait documenter. Et donc, ce que j'ai dit à plusieurs reprises, son idée, elle était inarrêtable, c'était évident, c'était solide, c'était bien pensé. Il fallait faire le bout, il fallait y aller. Voilà, c'est ça sa grande force. Et merci pour cet aveu, donc finalement votre plus grand souvenir de vie publique. Merci à tous les quatre, on peut vous applaudir.